vous, Paul Rebérol, l'origine du monde, justement, c'est une manière de regarder la nature avec un œil de vache, pour reprendre l'expression prêtée à Delacroix? Non, à travers l'histoire de la peinture, il y a des tableaux indispensables. Il y en a d'autres qui sont très beaux, mais qui le sont moins. Alors, on ne va pas faire une liste de tableaux indispensables, mais je considère que ce tableau-là de Courbet est un tableau indispensable. Et donc, ce n'est pas un tableau avec un œil de vache, c'est un tableau avec un amour immense, débridé, si vous voulez, de l'humanité, de la femme, bien entendu, en particulier. Et ça, j'y suis très sensible, plus que sensible. Je pense que rendre ce type d'hommage au monde et aux femmes est magnifique. Et la vérité de ce tableau est absolue. C'est vraiment l'origine du monde. C'est vraiment l'origine du monde. Et celui des deux amis, celui du sommeil, que vous citiez également? Oui, celui du sommeil, c'est un tableau plus combattant, plus combatif. C'est une peinture de chair de femme splendide. En même temps, le sujet est là assez révolutionnaire pour l'époque. Et je pense que, bon, il y a une petite nature morte à un endroit qui m'embête un peu, mais je m'en fous. Les chairs de ces femmes, leurs gestes, leur lancement est sublimement beau. Oui, puisque ce serait une représentation d'un amour saphique. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, d'ailleurs, ça a apporté plusieurs titres, Le Sommeil, Les Deux Amis. Enfin, il a été vulgarisé ou est connu sous le titre du Sommeil. Et ça n'est qu'après un certain temps qu'on s'est permis de l'appeler Les Deux Amis. Encore maintenant, quand on découvre ce tableau au musée d'Orsay, il est toujours intitulé Le Sommeil. Ah oui, mais le musée d'Orsay n'est pas particulièrement un musée évolué. D'autant plus que le tableau en question apparaît maintenant dans une salle donc, où sont l'ensemble des Courbet, enfin les principaux, l'enterrement à Ornans, et en même temps que l'atelier. Le tableau est vers le fond, et encore un peu plus loin, vraiment au fond, apparaît l'origine du monde. Oui, c'est un accrochage génial. Laurence Descartes, il en essaie de démêler l'histoire de Courbet, enfin des relations entre Courbet et la commune. C'est une histoire assez complexe parce que on sait qu'il est sympathisant des communards, qui va rallier la commune, mais en même temps il y a l'histoire d'une certaine colonne Vendôme qui va le poursuivre toute sa vie, tout le reste de sa vie. Oui, qui va marquer la fin de sa vie et de sa carrière très, très fortement. Oui, mais c'est une histoire assez passionnante en même temps parce qu'elle pose de façon assez dramatique et aiguë le problème de l'engagement d'un artiste. Parce qu'au fond, au moment de la Commune, Courbet, je dirais, du stade de spectateur, au fond très attentif des questions sociales et politiques de son temps, devient acteur pour la première fois de sa vie. Donc il y a vraiment eu un déclic. Je pense qu'effectivement l'effondrement du Second Empire et l'avènement de la République a été pour lui quelque chose d'absolument déterminant. Et tout d'un coup, au fond, toutes ces aspirations politiques et sociales, parfois assez confuses, il faut bien le dire, mais sincères, vont en quelque sorte être catalysées par les événements, par le siège de Paris d'abord, parce qu'il faut rappeler que la Commune naît en très grande partie du siège de Paris. Et finalement, Courbet va rentrer dans l'action politique pour la première fois de sa vie, effectivement. Comment procède-t-il exactement ? En fait, tout se déclenche, je dirais vraiment, effectivement, à Sedan, au fond, à la chute de l'Empire et à la proclamation de la République, où l'engagement de Courbet commence d'abord par des affaires plutôt artistiques, puisqu'il il devient président d'une institution très éphémère qui s'appelle la Commission des Arts, qui était en fait un organe de réforme au fond de la vie artistique qui a été jugé par beaucoup d'artistes complètement sclérosés sous le Second Empire. Et donc l'idée, c'était de libéraliser un tout petit peu de cette vie artistique, non seulement, je dirais, l'enseignement des arts, mais aussi, par exemple, l'organisation du Salon, qui était, vous savez, l'événement artistique annuel majeur qui ponctuait la vie artistique en France.
Et donc, bon, cette commission des artistes n'était pas particulièrement politisée au début, et on trouve d'ailleurs dans les archives, je veux dire, aux côtés de Courbet, on y trouve la signature de Manet, de Daumier, enfin vraiment des grands noms de la peinture de l'époque. Et puis, je dirais que de fil en aiguille, on voit Courbet se politiser et entrer dans l'action politique infiniment plus au fil des mois, jusqu'à se présenter aux élections législatives de février 71, où il n'est pas élu d'ailleurs. Vous savez que ce sont les fameuses élections où Garibaldi, Victor Hugo ont été élus. Et il finira par être un élu parisien du 6e arrondissement, qui était son arrondissement de résidence, mais il sera élu seulement en avril 71, dans une espèce d'élection complémentaire, mais il finira par siéger au Conseil de la Commune, qui était donc l'instance dirigeante de la Commune, très éphémèrement, évidemment, bien sûr, ça va durer quelques jours, mais enfin, il a participé vraiment, je veux dire, à la Commune, jusqu'avec quand même une réticence et un point, je dirais, un peu de limite de son engagement, qui est que Courbet restait un pacifiste absolument convaincu. Et il est vrai que au moment où je dirais que la partie la plus sanglante, la fameuse sommet sanglante donc de la fin de la Commune, a commencé à se profiler, là Courbet s'est retiré, a complètement disparu de la scène politique. Il y a vraiment chez lui, et on le sent dans sa correspondance à ce moment-là, qui est extrêmement poignante dans les dernières semaines de la Commune, le spectre de 48, le spectre de la répression, de la violence, du sang. Et il le dit d'ailleurs, je ne veux pas revivre ça. Donc il préfère, je dirais, une sorte d'absence, certains diront de fuite peut-être, plutôt que de participer à des événements extrêmement violents. Il sera néanmoins rattrapé, comme il sera finalement arrêté à la fin de la Commune, traduit en conseil de guerre, et après il y a toute l'affaire de la colonne Vendôme qui va rebondir et qu'il poursuivra effectivement jusqu'à sa mort en exil en Suisse. Mais voilà, c'est à la fois une participation, je dirais, aux idéaux sans doute les plus généreux de la Commune, et en même temps une limite évidente qui était la violence, l'action violente, qui vraiment n'était absolument pas dans son tempérament. Et d'ailleurs, je dois dire que, bon, là, il faut se poser évidemment la question de la répercussion, je dirais, de cet engagement politique, ou de ces engagements politiques de Courbet dans son œuvre. Et évidemment, il y a un paradoxe assez fascinant au moment de la Commune, c'est qu'au fond, aucune œuvre de Courbet ne témoigne directement, au fond, de cet engagement politique. Il a peut-être projeté un grand tableau sur la Commune, en tout cas il n'a pas pu le réaliser pour évidemment les raisons évidentes qu'on évoquait à l'instant, c'est-à-dire son arrestation, sa traduction au Conseil de guerre. Et donc au fond, quand il va reprendre les pinceaux, quand il sera en prison à Sainte-Pélagie, et puis ensuite dans une clinique, puisqu'il était quand même déjà assez malade à l'époque, il ne traite, si je puis dire, que de sujets a priori totalement neutres, c'est-à-dire essentiellement des natures mortes. Et pourtant, je dirais, ces natures mortes sont chargées, sont marquées du poids, je dirais, du drame, au fond, que Courbet vit intérieurement. Et il éprouve d'ailleurs le besoin, sur un certain nombre de ces tableaux, d'inscrire en lettres rouges non seulement sa signature, mais il les antidate souvent à l'année 71, et il porte l'inscription Sainte-Pélagie, alors qu'un certain nombre de ces toiles n'ont pas été peintes dans la prison de Sainte-Pélagie. Si vous voulez, il y a vraiment, c'est un événement extrêmement marquant sur lequel il revient sans cesse pendant cette période. Et au fond, à part l'autoportrait à Sainte-Pélagie, qui est aujourd'hui au musée Courbet d'Ornans, et un carnet de dessins que nous conservons dans notre fonds de dessin, finalement, il n'y a pas de témoignage vraiment totalement direct, on peut dire, de cette période. Et alors l'affaire de la colonne Vendôme, alors que vous évoquiez, Laurence Oui, Desclères. mais c'est vous savez, c'est un peu l'ironie de l'histoire, c'est-à-dire que Courbet avait, pour son plus grand malheur, appelé en septembre 70, donc vraiment au moment de la chute de l'Empire et de la proclamation de la République, avait écrit un espèce de petit pamphlet dans lequel il invitait en fait les républicains à la destruction de la colonne Vendôme, pour pouvoir la fondre comme canon et comme monnaie aussi, puisqu'il y avait évidemment une crise monétaire et financière extrêmement importante à ce moment-là. Bon, et puis c'était resté complètement lettre morte, évidemment. Tout ça avait été oublié pendant l'épisode du siège. Et l'affaire de la destruction de la colonne Vendôme a ressurgi de façon là extrêmement politique au moment de la Commune. Et le Conseil de la Commune a effectivement voté la destruction de la colonne Vendôme, qui était évidemment l'un des symboles napoléoniens les plus prégnant, je dirais, dans le Paris de l'époque. Et en fait, bon, Courbet a sans doute assisté au vote de cette destruction de la colonne Vendôme, mais il ne s'occupe absolument pas de l'organisation matérielle de la destruction de la colonne Vendôme, qui a été une affaire considérable. Et on ne sait pas, il y a sans doute en partie assisté, mais pas en tout cas de façon, je dirais, excessivement motivée, d'après ce qu'on peut savoir
des témoignages des uns et des autres. Mais il n'empêche qu'il avait écrit ce fameux texte en septembre 70, publié, et que tout ça a fini par ressurgir au moment de son arrestation et de son conseil de guerre, et que ce sera finalement le seul chef d'accusation retenu contre Courbet, sera la destruction de la colonne Vendôme. Bon, il sera condamné dans un premier temps à une peine de prison, et finalement condamné à rembourser cette colonne Vendôme en plusieurs annuités. C'est une somme absolument considérable pour l'époque, et il devait, et c'est ça l'ironie de l'histoire, est absolument terrifiante, il devait payer la première annuité de cette somme le 1er janvier 78, il meurt le 31 décembre 77 en Suisse. Comme si vraiment il n'avait pas supporté cette Oui, échéance. mais je crois que c'est vraiment une affaire qu'il a complètement... Parce que bon, il y a la condamnation de la colonne, alors il n'a pas arrêté évidemment de se justifier, d'expliquer qu'il n'y était pour rien, que... bon, c'était... Mais bon, il y a ça qui est effectivement très pathétique, mais ce qu'il faut voir, c'est que ça a évidemment entraîné la saisie de ces ateliers, l'atelier parisien, l'atelier en Franche-Comté. C'est quand même quelque chose d'absolument... Enfin, c'est d'une violence et d'une cruauté à l'égard quand même de l'un des plus grands artistes français de la période. Parce qu'il ne faut pas oublier, là encore, que Courbet, lorsque l'affaire de la Commune se déclenche en 70, est certainement l'une des plus grandes gloires de la peinture française de l'époque.